Bienvenue dans Il était une fois. Retour sur l'année 2024, les événements marquants. Année de désolation, mais aussi année d'espérance vers 2025. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Qu'ont-ils sélectionné? Qu'ont-ils gardé? Que faut-il dire peut-être à ceux qui doutent aujourd'hui et qui sont désolés par les guerres, les dissolutions, l'instabilité politique, les cyclones aussi dévastateurs et l'étalage de toute cette misère et de tous ces malheurs? Il y a peut-être des choses, des leçons à dire. En tout cas, c'est le but de Il était une fois, sans S ou avec un S, parce que ces événements se produisent par définition une seule fois. Et donc, il va falloir en garder, si je puis dire, l'esprit, le sens et peut-être également la lueur d'espoir qui se dégage dans tout ce fracas d'actualité. Clotilde Brossolet est éditrice, elle est aussi essayiste. Bonjour Clotilde. Bonjour Louis. Samuel Prévost est journaliste, il dirige la revue Mission. Bonjour Samuel. Bonjour Louis. Et maître Fabrice Divisio, avocat, qui sont là tous les trois pour nous aider, nous éclairer. Je vais commencer avec vous Clotilde, peut-être cette année 2024, à l'heure où nous parlons, elle n'a pas forcément donné encore toute sa puissance. Peut-être qu'y a-t-il encore des imprévus, peut-être va-t-il encore se passer des choses, mais on a l'essentiel quand même de tout ce qui peut se dégager sur ces 12 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Plein de choses, mais je vais parler d'un événement dont on ne parlera pas par la suite, à mon avis, c'est les Jeux Olympiques. Je faisais partie de ceux qui étaient très sceptiques à l'idée de recevoir les Jeux Olympiques en France, le coût financier, qui finalement, les chiffres sont sortis, n'est pas si important que ça, il n'y a pas de déficit, au contraire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre pays. Mais moi j'ai été très marquée par les Jeux Paralympiques, et j'y suis allée, j'ai assisté, je me suis dit c'était une occasion en or, voilà, c'était l'occasion d'y aller. Et ce que j'ai été très marquée par ces de mémoire 60 000 bénévoles qui se sont mobilisés, qui ont donné de leur temps, sur leur temps de vacances pour créer une fête. Et objectivement, je reconnais que c'était une belle fête, et particulièrement les Jeux Paralympiques. Et je me dis que notre pays, la France, a été capable, dans cet événement, de vivre un moment de communion. Alors c'est une communion autour du sport, c'est peut-être pas ce qu'il y a de peut-être moins important que Notre-Dame, mais pour moi, ça reste un événement très chouette, et d'avoir pu suivre les Jeux Paralympiques, je trouvais ça encore mieux. Jeux Paralympiques et Notre-Dame, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'on a voulu réserver à cet événement une place particulière, bien sûr. Samuel Prévost. Alors, je voulais parler, Louis, d'une tête d'épingle. Moi, je suis originaire de la Seine-Saint-Denis, où j'ai vécu longtemps, très longtemps, parce que j'ai déjà vécu un certain nombre d'années. Et quelle ne fut pas ma surprise, vous savez, les journalistes ont toujours quelques nouvelles, quelques heures avant les autres, donc c'est un peu privilège qui dure peu de temps. Et je crois mal lire, je vois, il y a un nouvel évêque pour la Seine-Saint-Denis. Je me dis, quel job, évêque de Seine-Saint-Denis, c'est encore plus dur que d'être Premier ministre en France en janvier 2025, hein, c'est un truc très sport. Et je vois le nom d'Étienne Guillet, ancien curé notamment à Trappes. Moi j'avais fait un reportage à Trappes, pas parce que c'était une municipalité où il faisait bon vivre, mais parce qu'à Trappes, comme on le sait sans doute, c'était un des creusets du recrutement du djihadisme. Et moi, je voulais prouver, en fait, à la rédaction, que même dans des endroits a priori peu sympathiques, il pouvait y avoir des hommes formidables. Et là, j'avais rencontré ce père Étienne Guillet, qui, au lieu d'être emmuré dans sa paroisse en disant « je sens pas, on va me faire du mal », d'ailleurs, il avait du mal, en fait, à tenir dans sa paroisse parce qu'il y a trop de jeunes. Et ces jeunes, en fait, rayonnent. Ce sont des jeunes catholiques qui n'ont, en fait, de cesse de vouloir mieux apprendre le credo, de vouloir dialoguer, mais assez franchement avec leurs copains musulmans, et qui ont une foi, mais un rayonnement dingue. Du coup, quand j'ai eu cette nouvelle, je ne me suis pas dit la France est sauvée, ni le diocèse de Seine-Saint-Denis est sauvé, mais je me dis en fait, c'est bien que certains décideurs, appelons-les comme ça dans l'Église catholique, aient le courage de prendre des hommes de terrain qui vont faire autre chose que de jouer du violon, même si moi j'aime bien le violon en soi. Mais dans un orchestre, il faut tous les instruments de musique. Maître Divisio. Oh ben moi je vais forcément être un peu plus pessimiste. Il en faut, là, il y a un peu trop d'optimisme là enfin. C'est vrai. On a fait exprès. Ben oui, mais c'est ça, non, soyons français quand même. Rallons un peu pour le principe au moins. Non, moi, puis j'avais envie de réagir, a été une fois avec un S, parce que ça ne se produit qu'une seule fois. Donc je ne vais forcément pas de la démission du gouvernement. Ah oui, là c'est raté. Voilà bien quelque chose qui effectivement est appelé manifestement à se reproduire avec une certaine périodicité. À métastaser. À métastaser. Non, je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouvais ça intéressant, la démission du gouvernement, enfin les démissions du gouvernement, parce qu'en fait, ça prouve qu'il ne sert à rien. On a très bien vécu sans. Finalement, on n'a pas vu la différence. Donc pour vous, c'est la période en fait qui est allée de la dissolution à la nomination de Michel Barnier. Oui. Puis, cette période vous a paru libératrice. Libératrice, je ne sais pas.
Mais c'est une expérience intéressante, parce qu'on découvre que finalement, c'est un petit peu, vous savez, quand on range sa chambre et qu'on découvre des trucs dont on se dit, mais en fait, je ne savais pas que j'avais ça, mais ça ne sert à rien, en fait, et je le jette. Bah, peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, là, dans un temps d'économie, et peut-être une discussion à avoir. Donc ça, c'est le bon souvenir, l'un des bons souvenirs de l'année 2024. C'est quand même paradoxal, Non, mais- honnêtement, parce que c'est perçu par nos contemporains comme quelque chose de très anxiogène. Parce que vous je trouvais perdez ça- en je fait trouvais ça vos très repères. libérateur, pour le coup. Et j'ai vu toutes les choses économiques qu'on pourrait faire. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron ne serait pas contre l'idée de gouverner sans gouvernement, d'ailleurs. Je pense que ça lui irait même très bien. On sent bien que là, la nomination d'un Premier ministre, tout ça, c'est un peu chiant. Puis avoir des ministres, en plus, c'est compliqué. Il faut les trouver. Déjà, il faut les trouver. Puis quand on les trouve, il faut qu'ils restent. Ensuite, quand Sans scandale. ce que j'allais dire, il faut les trouver, il faut qu'ils restent sans scandale, il faut qu'ils se taisent, qu'ils ne fassent pas passer les minutes du Conseil des ministres. Franchement, à sa place, je reconnais que c'est compliqué. Hein. Donc moi, je comprends peut-être cette volonté de se passer de Premier ministre et de gouvernement et à y réfléchir. Je me dis que peut-être il y a une piste pour 2025. Là. Alors, en tout cas, sur 2024, justement, puisque vous entamez cette séquence-là, si on fait cette séquence politique, est-ce que l'année 2024 ne se distingue pas quand même par une sorte de virage politique dans notre histoire, de situation complètement inédite? Je disais, c'est plutôt anxiogène pour beaucoup de nos contemporains. Et cette impasse aussi traduit peut-être quelque chose de la société ou de l'état de la France aujourd'hui, Clotilde Brossolet. À l'échelle internationale ou nationale? Déjà nationale, et même l'image que donne la France, qu'elle renvoie, l'inquiétude qu'elle suscite aussi auprès des autres pays. Mais je pense que 2024 n'est pas une année spécifique. En fait, elle récolte ce qui a été semé sur les années précédentes, les décennies précédentes. Donc déjà, c'est véritablement l'apothéose de la difficulté, et particulièrement sur la question de la crise institutionnelle et la crise de régime. Dernièrement, là, je lisais un article et le titre était assez clair. C'est-à-dire que cette situation impossible à gouverner la France, c'est le résultat de la présidentielle, en fait. C'est le résultat de la présidentielle, mais on peut remonter un peu plus loin. C'est aussi le résultat de l'alignement des législatives sur la présidentielle avec le quinquennat. On pourrait remonter, est-ce que c'est pas un vice de forme déjà au niveau de la Ve République? Donc je pense que, moi je suis pas sûre que l'année 2024 soit une année spécifique. Je pense qu'elle a juste eu le malheur de rassembler tous les problèmes en une fois, en une année. On récolte ce qu'on a semé. Mais je pense qu'on en est pas de c'est bol. plutôt ça. Et d'un point de vue international, la plupart des crises sont des crises qui avaient commencé avant 2024. Si on regarde au Moyen-Orient, le 7 octobre, il n'a pas lieu en 2024, mais en 2023. L'Ukraine est bien plus ancienne, la guerre en Ukraine est bien plus ancienne. Donc je pense qu'en fait, c'est un condensé des difficultés de notre société actuelle et du monde, mais c'est peut-être des difficultés que toutes les époques vivent. Samuel Prévost. Alors, pour le coup, je serais plus pessimiste cette fois-ci que Fabrice. Ce n'est pas juste une année pas de bol. Je pense que 2024, pour notre politique française, qui est très importante, mais qui est finalement epsilon à l'échelle quand même du monde, non, mais c'est une question importante, mais c'est une fin de cycle. Moi, ce que je vois de mes yeux, c'est que, il y a très longtemps, hein, après avoir fait Sciences Po Paris, on nous expliquait le poids des partis de gouvernement, etc. Et un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron qui a dit, en fait, les vieux partis de gouvernement, moi, je vais sucer leur sang et je vais les remplacer. Et je vais gouverner, moi. Ce qui était finalement un hold-up assez dingue. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ces partis de gouvernement, on les voit, ils ne sont plus capables de gouverner. Ils sont même moribonds, ils existent tout le temps, mais enfin, la devanture, elle doit être subventionnée, hein, parce que s'il y a un peu de vent, là, pour le coup, ça va tomber par terre. Et ce qui est étonnant, c'est celui qui a gouverné a attrapé la même maladie. Il s'est dit, le parti de gouvernement, je vais les remplacer, je prends leur énergie, un peu comme un Dracula, et lui-même n'est plus capable de gouverner. Et en fait, le pari qu'il a fait, en disant c'est moi qui gouverne, et grâce en fait à des marionnettes, enfin, si on me permet ce terme, LFI, RN, etc., en fait, les marionnettes échappent aux marionnettistes. Du coup, en fait, il y en a deux qui vraiment donnent le tempo de la vie politique française, et puis ces vieux partis de gouvernement, ou ces moins vieux, mais qui ont beaucoup vieilli d'un seul coup, Emmanuel Macron, là il a pris, je sais pas, au moins 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien ils se disent, on est obligé de danser sur un rythme qui n'est plus le nôtre. On a appris à danser, nous, sous la Ve République. Moi, M. Macron, je connaissais bien la musique, donc je pouvais accélérer un peu comme un DJ, etc. Mais là, je ne maîtrise plus rien. Et du coup, je crois qu'on est plutôt dans une fin de cycle. À titre personnel, moi comme chrétien, de toute façon, je pense que l'histoire a un sens. À la fin, le Christ va revenir, c'est peut-être ce soir, j'espère que l'émission sera quand même diffusée. Mais pour la politique française, je veux dire,
Je suis très attaché à la Ve République, mais si demain il y a une Sixième République, ou si demain c'est autre chose, enfin, je veux dire, je ne suis pas chosiste. Donc j'aimerais bien que ça ne se termine pas mal, mais en tout cas, ce que moi j'ai connu de mes yeux dans la vie politique, je pense que c'est terminé. Il y a quelque chose de neuf qui se prépare. Et je dirais juste une dernière chose. En France, généralement, quand on accouche, c'est un accouchement avec beaucoup de douleur. Donc j'espère juste que l'accouchement sera moins douloureux que tous les accouchements que nous avons connus précédemment dans l'histoire de France. Il y a un accouchement espéré, Maître Divisio? J'espère, parce que là, il va falloir qu'on accouche de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais il va falloir qu'à un moment donné, on sent bien qu'il y a un truc là, quoi. Hein. Il se passe un truc là. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une espèce de vampirisation en fait, de la vie politique française, avec un élément intéressant qui doit nous interroger quand même sur le plan institutionnel. Et c'est un peu ce que vous évoquez. C'est qu'on a deux partis qui finalement, parce qu'on a cette dissolution ratée, mais je ne sais pas s'il y a déjà une dissolution réussie d'ailleurs récemment. C'est l'événement de l'année quand même, non? Oui, c'est l'événement de l'année, mais parce que elle est un événement de l'année parce que pour le coup, il y a quelque chose de diabolique là-dedans, dans cette dissolution, au sens où on a quelqu'un qui a cherché à diviser, à tirer avantage de la division qu'il allait eh bien ainsi provoquer, et ça s'est retourné contre lui de façon assez exponentielle, ce qui quand même est un peu... pour le coup, c'était à craindre, mais peut-être pas dans ses proportions. C'est ça qui change, pas tellement la nature. Parce que ça, on sait que les dissolutions, quand elles sont ratées, il y a une période de cohabitation qui s'ouvre, c'est le risque. On n'avait pas vu arriver la période de rien, en fait, espèce de néant, là. Personne n'avait vu venir, en fait, ce truc. Et moi, je suis assez d'accord pour dire que vous avez d'un côté, sur la vie politique française, LFI d'un côté, la NUPES, la machin, et le RN, qui sont les arbitres, en fait, aujourd'hui de la vie politique. Le problème, c'est que il y a deux éléments. Qu'est-ce qui se passe quand les arbitres se détestent à ce point? Quand c'est ceux qui tiennent la République entre leurs mains, l'État entre leurs mains, qui finalement, on va être chose. Cet État est devenu la chose de tout le monde, quelque part. Là, moi, ce qui me frappe... Il est pris en otage. Il est pris en otage. Le bien commun est pris en otage, finalement. Il est pris en otage sur les intérêts partisans, c'est très clair. Si vous voulez une motion de censure, admettons, dont acte. S'il faut renverser le gouvernement, alors, normalement, si tout le monde est d'accord sur le fait de renverser le gouvernement, peu importe que la motion vienne de l'un ou de l'autre. Si après, quand on en arrive à ce point, si vous voulez, on n'est même plus d'accord, on a un ennemi commun, peu importe que ce soit juste ou pas, on a un adversaire commun, et on n'est pas capable de s'unir contre, effectivement, cet ennemi commun. Bon, c'est curieux. Et enfin, dernier point, je trouve que François Bayrou, qui en 2024, pour le coup là, convoque tous les partis politiques, à l'exception de France Insoumise et Rassemblement National, vous dites, mais pourquoi, en fait? Et c'est très compliqué, en fait, ce qu'on a vécu en 2024 sur ce point, parce que on a atteint aussi une autre fin de cycle, en fait. Peut-être. C'est la fin du cycle démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de la démocratie? Quand la démocratie arrive à paralyser un pays, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que on peut s'interroger 1000 ans, mais à un moment donné, quand vous avez 11 millions d'électeurs qui votent RN, et que de l'autre, vous avez les mêmes proportions, j'exagère, mais en tout cas, deuxième force du pays ou première force du pays, qui est la NUPES, mis à part le chaos, qu'est-ce que vous avez créé, j'ai envie de dire? Il fallait bien s'attendre à un moment donné que vous alliez créer le chaos. Enfin, j'espère que, bon, a priori, donc, et là, vous touchez peut-être aux limites de la démocratie. Et enfin, on parlait en tant que chrétien. En tant que chrétien, il y a un élément qui, je crois, est fondamental. Et je vais dire un truc bizarre, mais c'est presque un enjeu là-dedans. Et si on s'en foutait, en fait? Non, mais c'est vrai. Mais non. Mais si. Et si, quelque part, c'était une occasion pour le chrétien de penser plus haut, de toujours accrocher sa charrue aux étoiles, et de ne pas se laisser piéger par les petites notions partisanes. Si on sait, à la fin, que le Christ reviendra, puisque c'est ça qui nous anime, eh bien, peut-être comportons-nous en veilleurs, j'ai envie de dire. C'est un peu l'idée. Et l'enjeu de tout ça, c'est de se dire, dans un pays qui est complètement chaotique, bon, dans lequel on survit quand même, hein, en tout cas, un certain nombre, d'autres galèrent bien, et c'est vrai. Quelle est la place du chrétien? Alors certains diront c'est de s'engager en politique, bon courage, pour savoir où. Mais c'est une question qu'on peut poser. Oui, on peut la poser, maintenant pour y répondre, ça sera un petit peu plus long qu'une émission quand même. Deux, la problématique ensuite, c'est se dire, mais peut-être que le chrétien a interrogé sa place, on le sait. Chaque fois qu'on a une décadence sociale, chaque fois qu'on a des crises sociales, des crises sociétales, chaque fois qu'on a des crises morales, c'est l'occasion pour l'Église, pour le chrétien,
de se demander ce que je cherche. Bah, justement, on va poser la question. À l'heure où nous parlons, j'ai bien pris des précautions au début de cet entretien pour dire que l'on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer, si même le président de la République allait rester en place, vu les pressions qu'il subit. Tout ça, on va mettre beaucoup de points de suspension à cette actualité-là, mais on va répondre, ou tenter de répondre à la question de fond que vous posez avec Clotilde Brossolet et Samuel Prévost, de savoir est-ce qu'on a un rôle à jouer, Clotilde ? Je pense, mais avant, je voudrais revenir sur une chose. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'heure où nous parlons, François Bayrou a convoqué l'ensemble des partis politiques, à l'exception du Rassemblement national et de la NUPES, la France insoumise, pardon, en disant qu'il convoquait que les partis qui avaient déjà gouverné. L'excuse, c'est ça, pour exclure les deux autres. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense que ça montre la dissociation totale entre sa perception de la vie politique et la réalité de l'électorat. L'électorat, aujourd'hui, donne majoritairement ses voix à ces deux partis dits populistes. Et donc, prendre comme exemple, comme prétexte, le fait qu'ils n'ont pas encore gouverné, c'est dire à l'électorat, en fait, vous n'avez rien compris, on garde l'ancien monde et on ne propose rien de nouveau. Et je pense que ça, c'est ce qui, aujourd'hui, fait en partie cette crise, ce divorce terrible entre les électeurs et les hommes politiques. Moi, ce qui je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a détruit le clivage gauche-droite, en fait, il a imposé un nouveau clivage, qui était le clivage qu'on pourrait qualifier intellectuellement de libéral contre populisme, avec un populisme bicéphale, avec deux têtes. Mais au fond, il est allé plus loin, puisqu'à chaque élection, il a proposé ce clivage comme étant le clivage de la raison contre le clivage contre la déraison. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la raison ne pouvant plus s'entendre, tout devient déraisonnable. Et c'est, à mon avis, ce qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de discuter, puisque si vous n'êtes pas dans le camp de la raison, vous êtes déraisonnable et il ne faut surtout pas discuter avec vous, mais au sein même du clan de la raison, de ce parti, de la grand parti centre-droit, de centre-droit et gauche, on ne sait plus trop où il est, enfin, on ne sait pas où il est. L'extrême centre. Extrême centre, dirons-nous, de ces hyper-centres, il n'y a plus de raison possible, parce qu'on n'est plus capable, enfin, on le voit bien, nos hommes politiques ne sont pas capables de s'entendre sur une coalition. Alors, on pourrait revenir sur la question de la coalition. Et là, parce que je me dis, mais qui réfléchit ? Enfin, les anciens partis, je pense que les Français sont encore attachés au clivage gauche-droite parce qu'il est facile, c'est ce dans quoi ils ont été éduqués, et du coup, ils s'y retrouvent. Qui aujourd'hui, dans les anciens partis, est capable de repenser. Et en fait, c'est là où, à mon avis, il y a un grand vide. C'est que la classe politique ne pense plus depuis longtemps, et on le voit bien, les think tanks sont quasiment à l'arrêt, il n'y a plus grand-chose. Un des think tanks qui travaille le plus aujourd'hui, c'est le think tank de la Boétie, c'est la France insoumise. Mais sinon, les autres, c'est le vide, mais c'est un vide sidéral qui nous attend. Et c'est là où, alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur la question des catholiques. C'est que je pense que les catholiques, nous avons la doctrine sociale de l'Église. Donc nous avons un premier matériau, qui est un matériau fondamental qui nous permet, peut-être pas d'apporter une réponse, mais de penser la situation et de penser la société. Et moi, je suis convaincue que nous avons un rôle à jouer en politique, mais vraiment. Alors peut-être pas à l'échelle nationale en ce moment, parce que tout est encore pris par les logiques de partis, mais en 2026, il va y avoir les élections municipales, et je suis profondément attachée à ces élections locales, parce que je crois qu'elles sont un lieu véritablement de l'exercice de la démocratie, d'une démocratie qui est quasiment, enfin qui est directe, parce que de toute façon, quand vous n'êtes pas content de votre maire, vous le voyez tous les jours dans la rue, au moins dans les villes moyennes et les petites villes. Donc il se joue une relation très importante entre électeurs et élus. Et ça, je trouve que c'est important. Et je pense que tous les catholiques devraient rentrer dans ces élections municipales, se lancer, rentrer dans un conseil municipal, parce que progressivement, on acquiert une légitimité. Mais pour aller sur quelle liste ? Mais en fait, à l'échelle locale, il y a plein de listes qui ne sont pas politisées. Pour les petites communes. Pour les petites communes. Voilà, alors je ne parle pas des grandes agglomérations, mais à la rigueur, on va sur la liste avec laquelle on est le moins en difficulté. Mais il y a un travail quotidien, enfin vraiment du quotidien à faire à hauteur d'homme. Et moi, j'en suis convaincue, parce que ma pensée, elle se fonde sur la dissidence tchécoslovaque. Et si, avant de faire un tunnel, je vais quand même expliquer, mais Havel et toute la bande des Tchécoslovaques, des dissidents tchécoslovaques, se disent ça ne sert à rien d'attaquer le système frontalement, le système soviétique. Je ne dis pas que nous vivons un système soviétique, je dis que le mode d'action est intéressant à retenir, d'accord ? Je ne dis pas que nous vivons sous un totalitarisme, mais le mode d'action m'intéresse. Ils se disent, en fait, comme le système dans lequel nous vivons à l'époque, le système soviétique, est un système fondé sur le mensonge, ça ne sert à rien de s'attaquer à lui, parce qu'au contraire, ce système, il a besoin d'une opposition en permanence, pour se légitimer. Et donc, ils disent ce que nous devons faire, nous, c'est créer la société
alternative, quoi. La police parallèle, la cité parallèle. Oui. Parce que ce système comme Police avec un S, hein. exactement, la cité parallèle. On avait compris. Comme ce système est fondé sur le mensonge, il s'effondrera lui-même. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, nous, catholiques, nous devons nous engager en politique à l'échelle locale, en particulier, mais aussi dans tous ces engagements civiques possibles, Oui. parce que nous devons dès maintenant construire la société qui va advenir. Et peut-être arrêter de nous exciter. Je suis la première à m'énerver sur ce qui ne va pas, à s'accrocher à ce qui ne va pas et à taper dessus, et en se disant, mais voilà, qu'est-ce que je peux construire qui finalement émergera quand le monde s'effondrera, Finalement, on est d'accord. je pense. Mais je pense que ça n'exclut pas. Non, parce Maître que Viso, je pense vous avez que dit tout à l'heure, on est dans un néant bienfaisant, c'est ce que vous avez dit. On Oui, c'est découvre la joie du néant, et là, elle vous dit le contraire, occupez le terrain. Non, alors, Et à l'échelle locale, on peut construire je pense que une les deux société. ne sont pas contradictoires en Voilà. réalité. C'est plutôt comme L'être ça et le néant. C'est ça, l'être et le néant. c'est ça. Je pense qu'il y a de fait un chaos, c'est comme ça. Je pense qu'on est quand même dans un chaos, je pense que c'est difficile de voir un ordre dans tout ce qu'on est en train de vivre quand même là. Il y a un chaos, mais finalement là où il y a un chaos, il faut mettre de l'ordre. On est d'accord. Et je suis fondamentalement d'accord avec l'idée de la doctrine sociale de l'Église, bien sûr. Évidemment, l'Église, mère de sagesse, a des choses à dire, et c'était un peu, d'ailleurs, je vous une parenthèse, une petite pub au passage, mais c'était un peu le sens de ce projet. C'est de dire, mais qu'est-ce que l'Église a à dire au monde? Comment le chrétien, lui, voit l'actualité? Est-ce qu'il a un rôle et moi, ça a été ce projet que j'ai porté pendant 2 ans auprès des investisseurs, de dire, mais je suis persuadé que vous passez à côté de quelque chose sur le fait que tout le monde commente l'actualité, tout le monde parle du chrétien, mais comment est-ce qu'on rejoint les deux? C'est peut-être ça l'idée. Et, Pourquoi? Parce que les cathos s'effacent, on les voit pas? C'était ça non, je l'idée? crois qu'en fait, je crois pas qu'ils s'effacent d'abord. Non. C'est pas vrai. Je crois qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de l'engagement politique. Moi, j'étais secrétaire national à l'époque au Forum des Républicains Sociaux sous Christine Boutin. J'ai été délégué départemental, élu. Donc bon, a priori, j'ai une petite expérience politique au niveau local précisément. Et je partage et j'abonde dans ce sens parce que j'ai donné une conférence, moi, il y a quelques années, sur la politique auprès des jeunes. Et j'avais dit, vous n'avez pas compris. Vous confondez engagement politique avec engagement dans un parti politique. Et c'est deux choses distinctes. Vous avez à faire de la politique qui ne passe pas nécessairement par un engagement dans un parti et qui d'ailleurs ne passe pas nécessairement dans un engagement sur une liste. Vous pouvez faire de la politique de 1000 manières dans les associations, dans ce que vous voulez en fait, du moment que vous servez le bien commun. Et je crois que c'est ça, vous avez raison de souligner que c'est l'enjeu, je crois, pour 2025. Et si vous voulez, et si on veut, et c'est important pour les gens qui nous regardent d'entendre ça, d'entendre que le motif d'espérance, c'est que ça passe par eux, en fait. Et que, vous parliez tout à l'heure de société parallèle, créons tout. On a confondu deux notions, la notion de l'État et la notion de société. Vous savez, en Italie, à Rome, moi j'ai vécu à Rome 5 ans, et à Rome, il y a un adage qui dit, quand tu as un problème, ne demande rien à l'État, sinon tu en auras 2. Et en fait, Rome, c'est vraiment construit, c'est très intéressant. Moi, j'ai vécu à Rome et au pied de l'abbaye de Monte Cassino, donc beaucoup plus en profondeur. Les gens n'attendent plus rien de l'État. Mais rien, quand je dis rien, c'est rien. Hein. Mais ils ont créé des sociétés, au sens aristotélicien, de communautés de destin, en fait. Ils ont vraiment créé des espaces dans lesquels ils vont s'entraider, dans lesquels... mais vraiment, c'est assez... D'ailleurs, c'est un truc qui est quand même sociologiquement intéressant à voir, parce que c'est près de chez nous, et ça, personne n'en parle, parce que c'est naturel, mais on a vraiment créé des sociétés. Mais, Vraiment. Maître Diviso, il y a encore des villages en Italie, il y a encore un ancrage local qui a peut-être moins en France, et l'État est beaucoup moins présent. Donc c'est peut-être plus facile de faire ça, Oui, non? mais au moment des Gilets jaunes, on a bien vu que ces solidarités naturelles avaient repris, et en tout cas essayé de reprendre de la place. Du mouvement Gilets jaunes, à l'échelle locale, il y a des choses qui sont restées. Et quand je parle de société parallèle, de police parallèle, je dis attention, hein, c'est pas des sociétés pour les cathos, entre cathos, c'est vraiment des sociétés au service de la communauté de destin. C'est ceux qui partagent ma vie quotidienne. Et c'est pas que des cathos. Et je pense quand même que ces solidarités naturelles, elles ne sont pas complètement mortes, bien sûr, elles ont souffert. La disparition des corps intermédiaires et, on va dire, même leur achèvement avec la politique macronienne, avec cette verticalité du pouvoir, on mis un peu les solidarités naturelles à mal, même particulièrement. Mais je pense quand même que, enfin moi je le vois, mon village dans le Berry, il a suffi que l'épicerie soit reprise pour qu'il se recrée une vie communautaire ouverte avec des gens très différents. Ah, bien sûr, il y a toujours des gens qui râlent, qui ne sont pas dedans, mais du coup, ça a donné la place, la possibilité à certains de créer un bar associatif. C'est la commune, c'est les habitants de la commune qui se mobilisent pour l'église, la restauration de l'église. Il n'y en a pas un qui va à la messe là-dedans. C'est pas les cathos qui gèrent. Et ben tant mieux. Et je pense quand même que
c'est possible. Enfin, moi, je ne suis pas désespérée. Alors moi, je suis Police absolument parallèle, pas- Samuel. Alors moi, je suis très mauvais en géométrie, donc je ne suis pas capable peut-être de faire quelque chose de parallèle. D'ailleurs, moi, j'habite loin de Paris, j'habite à Sablé-sur-Sarthe. Alors, c'est pas que je me suis mis à chercher comme journaliste les costumes de François Fillon, mais j'habite rue des Courbes. Donc, donc je ne suis pas à géométrie. Non, mais je vais dans le sens de Clotilde, au sens que ceux qui, dans ce pays, sont catholiques, qui plus est pratiquants, donc on peut presque tous se connaître, hein, 1 ou 2%. Bon, donc, On réunit tout le monde à Notre-Dame, d'ailleurs. voilà. Mais Peut-être un peu pour au-delà être- quand même. non, Allez, pour on prend le être- parvis. On pourrait Pour se dire, on prend le parvis, être plus sérieux, je pensais en écoutant Fabrice tout à l'heure à une très vieille formule qui est très belle. Alors, je la redirai de mémoire, donc elle est beaucoup moins belle. Et elle n'est pas dite en français. C'est une formule de Saint Ignace qui dit en gros il faut compter absolument que sur Dieu et il faut compter absolument que sur soi. On se dit, ah ben non, alors, soit c'est sur soi ou sur Dieu. Il ne parle pas du tout de l'État. Alors là, c'est pas du tout son truc. Et ça a quand même fabriqué un saint, Saint Ignace de Loyola, et puis vraiment une batterie, un régiment, une milice, quoi. Enfin, vraiment, il y en a eu des saints. Et l'idée, c'est qu'en fait, effectivement, nous, en France, il faut entreprendre, simples citoyens, des choses pour le bien de nos concitoyens, qu'on peut appeler frères, si nous sommes chrétiens. Donc ça, il faut le faire à fond. Et il faut le faire vraiment à fond, parce que Dieu ne va pas le faire à notre place. Mais au fond de nous, on sait en fait que Dieu va nous donner sa grâce et que par lui, les plus grandes batailles, nous pouvons les gagner. A priori, bon, on est mal parti là, mais du point de vue de la providence, c'est absolument faux. Parce qu'avec 1%, on peut passer de 1 à 99%. Je veux dire, c'est par la grâce peut tout faire. Et en même temps, de savoir que donc, c'est à nous de tout faire, mais c'est par la grâce de Dieu que tout va s'opérer. Et vous avez donné un exemple, tout à oui. l'heure, d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui. En introduction, vous avez effectivement parlé de Trappes. C'est intéressant Oui. ce que vous avez dit sur Trappes. Oui, moi, Trappes, j'étais quand on a choqué. l'image sur Trappes, Ouais. le réseau Oui, de Trump, pas de djihadiste- Trump. Mais Trump, on va y venir. Oui, mais je parle pour le coup pas très l'autre. Mais donc la trappe, c'est intéressant parce que finalement, effectivement, il y a un problème à trappe. On peut pas le nier. Ça existe. Il y a un problème. Et au fond, c'est au cœur de ce problème Qui a vraiment une solution. qu'il y a vraiment étonnante. une solution qui, a priori, apparaît insignifiante. Comment est-ce qu'on va régler? Enfin, c'est quoi l'intérêt? Et pourtant, vous avez. Enfin, je veux dire, pour le coup, oui, c'est intéressant comme notion parce que c'est vraiment au cœur de ce qui est un problème qu'on n'a peut-être pas une solution, mais en tout cas qu'on a une lumière et un commencement de solution et une espérance pour le coup. Alors, j'ai donné juste un exemple local parce que je vois que Clotilde met en avant. C'est le Berry, c'est ça? Mon Donc, Berry. moi, c'est très bien le Berry. Hein. Donc maintenant, moi, je suis dans la Sarthe, je suis sartois à fond, et donc on a entrepris avec quelques autres le congrès Mission. Et on se dit, mais c'est quoi le fruit de ce rassemblement de chrétiens qui veulent faire rayonner l'évangile de manière assez virile, enfin tout en restant doux, hein, mais enfin bon, franche, quoi. Eh bien, le premier fruit, moi j'attendais absolument pas ça, mais finalement c'est peut-être que ce que le bon Dieu voulait, c'est que des gens chrétiens, mais pas tous, qui d'habitude vivent, pour le coup, vraiment en parallèle, là c'est parallèle, ils se croisent jamais, se sont croisés pour la première fois et se disent oh, il est peut-être gentil mon voisin finalement, mais alors, lui il parle latin, l'autre il parle français, l'autre il parle peut-être marocain, ou je sais pas. Mais finalement on peut faire des choses ensemble. Et je me suis dit c'est quand même étonnant qu'une entreprise mystique, moi je crois beaucoup à la politique de la mystique, et le premier fruit c'est une répercussion sociale. Et il n'y a que des catholiques capables de réunir des gens qui se parlent pas beaucoup ou plus, et en tout cas pour cette commune que j'habite et pour laquelle je prie, je pense qu'il faut vraiment que nous, chrétiens, on bosse. Parce que si nous, on bosse pas, peut-être qu'en 10 ans, eh ben, les gens se parleront plus du tout. Et peut-être qu'un jour, on aura des langages ethniques. On dira, bah, au nord de Sablé, on parle le sabolien nordique, et au sud, on parle le sabolien du sud. Et ça, je voudrais surtout pas que ça arrive pour mon pays, ni pour ma vie. Et ça fait penser à un truc, ça. Mon épouse dit un truc, ma merveilleuse épouse dit un truc que je trouve absolument extraordinaire. Dans ces espèces de perles qu'elle a de temps en temps, comme ça, des petites phrases qui paraissent insignifiantes, et puis on a pris une espèce de perle là qu'elle a lancée. Elle dit, tu sais, les problèmes ont commencé le jour où tu ne t'occupes plus de ton voisin âgé, mais des personnes âgées. J'ai beaucoup aimé cette phrase où tu viens anonymiser. Mais pourquoi? Parce que le voisin est un ennemi? Non, mais parce que le voisin nous est indifférent. Et j'en suis le bon exemple, en fait. Non, mais je dis ça parce que c'est pas une blague. C'est-à-dire que mon épouse a cette capacité à aller... Je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne sais pas, elle est aimée de tout le monde l'aime, elle parle avec tout le monde, c'est quelque chose qui moi, me fascine assez. Moi, quand je vois le voisin, je rentre, je m'en vais. Il y a une espèce de truc naturel, moi, il ne me parle pas, et quand il me voit aussi, il rentre d'ailleurs. Et en fait, elle a cette capacité naturelle
à aller vers, et je crois qu'il y a quelque chose de ça. Oui. C'est-à-dire que C'est exactement ça. c'est aller vers. En fait, c'est vraiment ce souci de l'autre, le premier autre, qui met le plus proche, quoi. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça, non, Maître Divisio? Vous le reconnaissez vous-même, d'ailleurs, que pour vous, c'est plus difficile que pour votre épouse. Aller vers les autres, surtout dans les grandes Oui, mais villes, on ne forme plus qu'un. Elle le fait les pour deux. métropoles Ça va. très anonymisées. Parce que là, vous avez cité le Cher Berry Louis, et la Sarthe. Cher Louis, et pardon de vous, Non, de Mais vous même dans couper, nos cher Louis, immeubles, en mais fait, il peut se passer Dans quelque les chose. immeubles, c'est possible. Moi, je crois que c'est pas tant parce qu'on a peur de notre voisin ou que la question du village, mais il y a deux choses. Et c'est Marcel Gauchet qui dit l'arrivée de la télévision. Et c'est très intéressant. C'est qu'avant la télévision, on se retrouvait et c'était la veille. Je raconte d'un monde un peu idéalisé, mais et je schématise l'analyse de Marcel Gauchet, mais pour que les gens qui nous regardent comprennent rapidement ce que je veux dire, c'est que avant c'était la veillée. Donc on se retrouvait chez les uns et chez les autres le soir. La télévision, c'est devenu l'individualisation de la veillée. Chacun avait son écran. Alors au début, il y avait les gens riches qui en avaient qu'une, qui en avaient, donc on venait chez eux. Mais progressivement, quand on a tous eu la télévision, alors maintenant, c'est plus la télévision, c'est Netflix. En fait, on a individualisé. Et puis il y a aussi la professionnalisation du service à la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'occupe plus de nos personnes âgées parce qu'on pense ne pas savoir faire. Et c'est sûr que porter une personne âgée, les soins, ça peut être aussi, ça exige des gestes qui sont devenus techniques. Mais la technicité du geste l'a emporté sur le côté naturel. Et en 3 générations, les choses se sont faites. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne s'occupe plus de son voisin âgé parce qu'il est dans une maison de retraite avec des gens dont c'est le métier. Et ça va aussi vite que ça. Et la dépendance. Et un autre élément, alors je ne parle pas pour ma gouverne, mais au contraire, mais je pense qu'aussi le travail généralisé à l'extérieur de la maison des femmes a favorisé le changement de société. Quand les femmes travaillaient encore un peu à la maison il se passait quelque chose au sein du foyer parce que les mamans étaient disponibles pour aller accompagner les sorties scolaires, parce que on pouvait aller chez son voisin. Là, on rentre, il est tard, il faut faire manger, il faut préparer la journée de demain pour les enfants. Et donc, je pense aussi que la généralisation du travail salarié à l'extérieur, et là, je passe sur un temps plus long, a contribué à la rupture des liens sociaux immédiats. Cette année 2024, vous avez commencé par un coup de cœur. On a vu votre coup de cœur, Clotilde, les Jeux paralympiques. Et c'est vrai que c'était une parenthèse dans cette année 2024. On a vu le nouvel évêque de Saint-Denis, Monseigneur Guillet, Étienne Guillet, qui vient de Trappes. Ce sont vos 2 coups de cœur. On a parlé de la dissolution, le fracas de l'année 2024, et on ne sait pas aujourd'hui où l'on va. Qui à l'heure où je était parle. un coup de cœur. Hein. Ah oui, apparemment c'est un coup de cœur. Oui. D'accord. Bon, voilà. Une sorte de coup Chacun de boule. le sien, hein. Une sorte de coup de boule aussi à la société française, en tout cas à la société politique. Si on passe un petit peu à l'échelle internationale, il y a un autre événement, c'est quand même la réélection de Donald Trump. C'est l'un des événements, au-delà bien sûr de la guerre en Ukraine qui continue, il y a évidemment le Proche-Orient qui continue de se meurtrir lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments? Si on prend Donald Trump, est-ce qu'il y a un effet miroir avec notre société? Est-ce que l'Amérique est devant nous, derrière nous? Est-ce qu'elle dit quelque chose? Est-ce que les catholiques américains ou les chrétiens américains ont aussi quelque chose à nous dire, Maître Divisio? Pour avoir un cabinet aux USA et pour connaître le pays, toute idée de parallèle, il faut abandonner. Il faut vraiment abandonner. Moi aussi, quand je suis entré aux États-Unis, je dis on va voir un peu avec la France, qui ont des années d'avance. Et c'est en partie vrai sur certains points. Toutes les conneries des États-Unis arrivent forcément en France à un moment, donc ça, c'est en partie vrai. Il y a une internationalisation facile avec les Américains. Il y a encore le rêve américain, c'est un peu vrai. Mais sur le plan politique, il faut éviter toute comparaison, en fait. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point c'est vrai ce que je dis. Moi, ça m'a fasciné. Trump, je crois qu'on n'imagine pas l'adhésion qu'il a suscité aux États-Unis, qui reste un mystère. Hein. Je le dis sans, je disais au mystère au sens vraiment objectif, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, je ne cherche pas à porter de jugement, mais c'est déjà la première élection, en fait, pour le coup. Moi, j'étais au moment de la première élection. Et l'engouement qu'il a suscité, mais l'engouement, je veux dire, ça n'existe pas, en fait, en France. J'ai envie de dire, quelque part, si on avait un tel engouement pour un homme politique, en France, ce serait presque rassurant. Il a incarné une Amérique qu'on avait oubliée, ou qui se sentait oubliée. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point. Il a fait sa campagne sur le protectionnisme. Je me souviens notamment ces discours qu'on avait à propos de Ford, où il avait vraiment cette idée de produire aux États-Unis, de pénaliser toute idée de produire à l'extérieur. Et puis, Make America Great Again, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment
ce rêve américain. Il a incarné ce rêve américain pour toute une classe qui n'existait plus aux yeux des politiques. On parlait tout à l'heure de ce décalage, en fait, entre la classe politique et la classe populaire, la classe d'électeurs, disons ça comme ça. Mais s'il y a bien un truc qui est vrai, c'est aux États-Unis, où c'est fascinant. Je veux dire, pour le coup, les démocrates, les républicains aussi d'ailleurs, mais se foutaient royalement de toute une catégorie de la population. Et Trump est arrivé en disant, attendez, moi, c'est à vous que je vais parler. C'est à vous que je vais parler. Et puis enfin, dernier point, ce qui est fascinant là, c'est que Trump, il a fait campagne contre l'établissement, contre le système. Il a fait campagne sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand on voit le nombre de milliardaires qui l'ont soutenu, vous vous dites, on est aux États-Unis, quoi. Et toute transposition est totalement vaine. Toute chose égale par ailleurs, ça n'existe pas. Clotilde Brossolet. Alors, à titre personnel, je suis très mal à l'aise avec la personnalité de Trump. Ça ne veut pas dire que je suis plus à l'aise avec la personnalité de son opposante. Parce qu'il y a une manière de pratiquer la politique qui frise le vulgaire, une outrance qui, moi, voilà, c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans la politique. Mais, son rapport aux femmes aussi, peut-être un peu. Son rapport aux femmes. Enfin bon, on peut faire une liste longue comme le bras. Beaucoup l'ont déjà dressée, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais je pense qu'il est difficile pour nous de comprendre la question qui a été posée aux Américains, et en particulier aux catholiques, au moment de cette dernière élection. Voilà, Kamala Harris ou Donald Trump. Parce qu'il y a une polarisation extrêmement forte de la vie politique chez eux, mais parce qu'il y a deux partis, il n'y a pas d'alternative possible, et il n'y a pas... Et nous, on a bien, même si nous, on a une polarisation jusqu'à présent qui était gauche-droite, elle n'est pas du tout la même. Pas du tout. En fait, c'est complètement antagoniste, avec quelques nuances au sein des partis, de chacun des partis. Et encore, donc je pense qu'on ne peut pas s'y retrouver. Et en plus, la question de l'avortement est encore au cœur de la motivation du vote pour une grande partie des catholiques. Alors, je n'ai pas de chiffres, donc je ne voudrais pas trop dire de bêtises, mais que nous, c'est un problème qui est réglé depuis longtemps en France. Et en fait, moi, j'ai vu, et d'ailleurs, tu as publié, Samuel, un reportage là-dessus. En fait, beaucoup de catholiques n'étaient pas pro-Trump, mais le fait qu'ils soient pro-life suffit. Chez nous, la question bioéthique est devenue totalement périphérique, voire annexe des motivations du vote. Et puis, c'est, je pense, quand même l'archétype du mythe américain, du self-made man, de l'homme d'affaires qui a réussi. En fait, il est profondément américain dans tout ce qu'il représente. Et ça, chez nous, c'est sûr que c'est pas valorisé. Et chez nous, c'est pas valorisé parce que nous, intellectuellement, on préfère l'élite intellectuelle new-yorkaise que nous lisons tous dans les romans. Enfin, on est quand même biberonnés à ça. Et j'avoue, je suis la première à lire Paul Auster. Voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que... Ah ben voilà, je ne sais plus ce que je veux dire. Ça arrive tout le temps, donc Non mais un grand patron, je crois que c'est Bernard Arnault, disait que quand il arrivait aux États-Unis, on lui demandait des autographes, et en France, quand il sortait d'une voiture, il se faisait insulter. Ce qui est quand même étonnant. Il y a autre chose, c'est que j'avais lu un article qui expliquait que, en fait, Trump, nous en France, on l'a oublié, pendant des années, il a joué dans une émission de télé-réalité, et qu'on ne peut pas comprendre son attitude si on ne part pas de cet élément qui est fondateur dans sa manière de faire campagne. En fait, sa campagne, c'est de la télé-réalité. Qui est implicite pour tous les Américains, qui est connu. Et alors que nous, pas du tout. Et donc, je pense que c'est ce qui fait aussi que pour les Français, ça peut être aussi un repoussoir. Mais complètement. Mais juste un tout petit mot là-dessus, tout petit, pour un exemple et pour une comparaison, qui n'est pas raison, c'est effectivement ce personnage de Cyril Hanouna. Donc vous savez que je suis proche, particulièrement proche, et je suis fasciné, moi, par ce type. Il a réussi, quoi. À force de... On peut pas l'aimer, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais il a réussi. Le type, aujourd'hui, il pèse 85 millions d'euros. Il a une émission qui était... qui jusqu'ici marchait, qui maintenant va disparaître. Mais le fait est que... on dit, mais vous avez vu, on le moque volontiers, il est passé par tout un tas de trucs, Oui, mais c'est ça aux États-Unis, pour le coup, c'est valorisé. Un profil, c'est ce que je disais tout le temps d'ailleurs, j'ai dit, mais barre-toi. Un type comme Cyril Hanouna, aux États-Unis, il est valorisé. Je pense même que, compte tenu de sa popularité, il pourrait presque envisager de commencer une campagne de gouverneur, pour le coup. Je pense qu'un type comme Cyril Hanouna, aux États-Unis, peut imaginer faire campagne de gouverneur. En France, on n'en est pas là encore. En France, on est quand même très, très guindé, un peu vicié à des mœurs bourgeoises respectables. On n'aime pas trop ce qui sort. Non, mais on n'aime pas trop ce qui sort d'une certaine respectabilité aussi, finalement. Non, ce que dit Fabrice est très très juste, et c'est sans doute une des meilleures clés de lecture de la vie politique américaine, c'est que Trump finalement, c'est vrai que c'est un businessman, mais en fait c'est pas d'abord un businessman, c'est un cow-boy. C'est-à-dire que pour nous, les films, les westerns,
quand on était petit, c'est un peu même Zorro, c'est un vieux truc, ça n'existe plus, la conquête de l'Ouest. Eh bien, lui, il dit, la conquête de l'Ouest, ça existe toujours. Moi, je suis américain, vous êtes américain, on va faire la conquête de l'Ouest. Alors, en revanche, s'occuper des autres, là, de l'Europe, les trucs, tout ça, mais c'est des gens qui sont très loin, et puis qui sont moins bien de nous. Et puis, on n'a pas le temps. Nous, on est américains, on fait la conquête de l'Ouest. Du coup, pour moi, c'est vraiment le cow-boy. Et comme il était une fois, je voulais juste faire raconter une petite histoire. C'est le déplacement du curseur des catholiques aux États-Unis. Au départ, les catholiques, ce sont des minorités qui viennent de la vieille Europe, par exemple des Irlandais, par exemple des Portugais, des Italiens. Et du coup, au moment où ils auront la capacité, l'aptitude à voter, ils vont voter démocrate. Pourquoi ? À cause de la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'eux, ils n'aiment pas les gens qui piétinent leurs frères. Et dans l'Évangile, dans la Bible, il y a marqué, si c'est ton frère, tu ne peux pas lui casser la gueule, quoi. Enfin, c'est ton frère. À la limite, même s'il a froid, il faut que tu lui donnes peut-être la moitié de ton vêtement. Ou au moins ta paire de gants. Et l'histoire américaine, je la fais en quelques secondes, fait que finalement, ceux qui s'occupent, qui parlent des pauvres, ce ne sont plus les démocrates, mais non pas tous les républicains, mais un certain nombre de républicains, comme Trump qui a dit, mais les gars édentés, les gars qui n'ont pas fait l'école, etc., moi je les respecte, et je vais même faire de la politique pour eux. Et les gars qui triment, qui n'ont pas de sous, etc., c'est moi, Trump, qui leur parle aux ouvriers. L'ouvrier blanc déclassé, pour qui il va voter ? Il va voter pour Trump. Et du coup, finalement, il faut comprendre ces catholiques qui se sont dit, ce gars-là, Trump, il est vraiment bizarre. Hein. C'est un peu Cyrus dans la Bible. Hein. C'est pas celui auquel on pense pour nous sauver. Mais finalement, ce gars-là, il dit qu'il est pro-life. Bon, après tout, il a le droit de le dire. Et puis, il est plutôt crédible parce qu'il a quand même fait ce qu'il a dit. Hein. On peut le critiquer, mais en tout cas, sur ce point-là, il est pro-life. Et en plus, sur les pauvres, c'est vrai que c'est un milliardaire, c'est vrai qu'il est imbuvable. Mais dans son discours, il ne dit pas il faut écraser les pauvres ouvriers blancs américains. Non, il faut les choyer. Il faut les protéger. Il récupère le vote hispanique. Et ça, c'est la seule qui devrait être naturellement démocrate au nom de la défense des minorités, mais qui, par la dimension catholique pro-life, conservatrice sur la ce qui n'est pas, en fait. C'est quand même un gars. Il a quand même une vie de patachon, c'est le milliardaire. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que moi, ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, en fait, au départ. Non, mais je ne comprends pas pourquoi les catholiques se reportent naturellement sur ce garçon. Exactement. Qui n'est quand même pas un modèle de vertu, pour le coup. Ouais. Mais parce que, en fait, son discours est très clair. Notamment sur un point qu'on a oublié, qui est tout le wokisme, en fait, qui a ruiné les États-Unis. C'est une catastrophe. Moi, j'ai une fille qui part aux États-Unis, là, avec Sciences Po, et pour le coup, les universités américaines, c'est poum, poum. Mais c'est-à-dire encore un coup de boule. Mais c'est-à-dire que non, mais je crois que vous imaginez pas. C'est à tous les niveaux. C'est de la propagande LGBT à tous les niveaux, passant de Yale à Harvard, en passant par Columbia, toutes les facs de la Ivy League en particulier. Mais vous vous dites, mais ces gens sont dingues en fait. Ces gens sont dingues et ils sont à contre-courant de toute une partie de l'opinion américaine et de tout un tas d'États. Pensez à la Floride, par exemple, que je connais, qui, elle, depuis longtemps, a réglé le problème, a interdit un certain nombre de manuels, a fait la police, vraiment, pour le coup, aux manuels scolaires, interdisant toute propagande LGBT. Et finalement, c'est ça qui était intéressant, et c'est toute une partie des Américains, et non des moindres, a voté pour ça. Pas les Hispaniques. Les Hispaniques, ils s'étaient reportés majoritairement sur Barack Obama, quand même. Ils ont fait élire Barack Obama, clairement. Hein. Aujourd'hui, non seulement les Hispaniques se sont reportés sur Trump, mais toute la communauté afro s'est reportée sur Trump. Il a fait un carton plein. Alors on dit, donc l'épouvantail wokiste a fait élire Trump. Mais complètement. Je crois qu'on n'imagine pas, parler des catholiques américains, combien le wokisme américain fait peur aux catholiques. Et à bon droit d'ailleurs, parce qu'il est d'une violence absolument extrême. À Hollywood, c'est une catastrophe. Dans les facs américaines, c'est une catastrophe. Et les cathos américains, au bout d'un moment, et les évangélistes aussi américains, dont on n'a pas parlé, qui ont un poids considérable, on dit non, là, il y a un moment où stop, quoi. Stop. Et je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Et hors plateau, on disait sûrement ce qui est intéressant aux États-Unis, là, il faut parler des chrétiens, des évangéliques et des catholiques, c'est que le wokisme fait des dégâts terribles, mais en fait, il est plutôt, si on prend une cloche, c'est la fin du truc, parce qu'en fait, ils ont du mal à inventer encore des dingueries supplémentaires. Ils ont tellement inventé de dingueries. En revanche, aux États-Unis, je pense que Clotilde en parlera mieux que moi, mais il y a des gens qui pensent, des chrétiens, des évangéliques, des catholiques, qui repensent la doctrine sociale
version 2025. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a déjà en fait la suite qui est en train de se rédiger. Et que si on n'est pas attentif, non seulement on comprend rien aux États-Unis, puis on se dit oh les pauvres, c'est vrai que les universités, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est infernal, vous avez raison. Mais ce qui est une cause, pour le coup, d'espérance extrêmement solide, et là c'est un coup de boule contre l'adversaire, c'est que la suite est déjà en train de s'écrire. Il y a une relève. Et le wokisme, qui finalement nous fait très peur, mais c'est combien de personnes? C'est quoi? Souvent d'ailleurs, c'est ça l'art de l'adversaire, c'est qu'il n'est presque rien, qui fait beaucoup de bruit, oui, et il fait peur à tout le monde. Oui, mais la enfin, relève oui, existe déjà. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont quand même dans les sphères du pouvoir. C'est Ils vrai. ont effectivement quand même une place prépondérante Mais ils ont déjà dans perdu. l'administration. Mais ils ont déjà perdu. Mais le fait est que. Oui, mais c'est un paradoxe intéressant parce que il y a quand même. Je crois qu'il y a, en fait, il y a toujours une espèce de retard de prise de conscience aussi. Oui. L'électorat américain a pris conscience aussi parce qu'on en a trop fait. Soyons clairs. On en a trop fait sous Biden. Ça a été une catastrophe sur ce point. Et l'électorat américain, vraiment, hein, c'est rebellé, en fait. Les mères de famille, vraiment, les parents, au sens de là, les paroisses américaines aussi ont beaucoup fait là-dessus. Les curés américains, il faut saluer ça. Les évêques américains ont réagi parfois avec une... Enfin, on attend ça des Français, hein. Pas encore en France, pas encore. Mais ce n'est pas transposable, justement, vous avez dit, ça, c'est tout sûr. ce qui se passait là-bas n'était pas vraiment transposable ici. Alors, dans quelle mesure peut-on s'en inspirer Je ne pense pas que ce soit transposable, mais c'est vrai qu'il émerge aujourd'hui dans les pays anglo-saxons un mouvement intellectuel qui s'appelle le post-libéralisme et qui est intéressant parce qu'il s'appuie à la fois sur des philosophes et des politologues, des gens qui réfléchissent, qui appartiennent à la gauche et la droite, et qui repensent, qui pensent, pas qui repensent, mais qui pensent cette ère dans laquelle nous entrons, qui est une ère de l'après-libéralisme. Ils font tous le constat que le libéralisme est en train d'échouer, enfin voilà, c'est la fin d'un cycle, et c'est intéressant parce que il y a certaines figures comme Vance aux États-Unis qui sont un peu c'est pas des penseurs, mais ils pourraient incarner une forme du post-libéralisme. Moi, je travaille avec un penseur post-libéral anglais qui lui vient du Parti travailliste, donc qui vient de la gauche, et tous ces gens travaillent en reprenant à la fois la pensée personnaliste de Mounier, mais dans toutes ses nuances de la temporalité, parce que Mounier a toute une histoire politique intéressante, et repense la doctrine sociale de l'Église à partir des notions fondamentales d'économie de communion, ce qui semble un peu contradictoire quand on pense que Vance est le bras droit de Donald Trump, mais l'économie de communion, la question des communautés, pas au sens, comme nous on le connaît, de communautarisme, mais vraiment des communautés au sens, ce que vous disiez, Fabrice, des communautés, de ce que la pensée chrétienne, c'est-à-dire cette vie sociale de la communauté de destin. Donc qu'importe qu'on soit catho, pas catho, nous vivons un destin commun, les questions d'équilibre entre liberté et responsabilité. Et en France, ce mouvement commence à émerger un peu. Pour l'instant, c'est plutôt des journalistes et des essayistes de droite qui s'en emparent, ce que je trouve bien dommage, parce que ce serait intéressant qu'on ait, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, même en Australie, cette possibilité de débattre avec nos sensibilités de gauche et droite sur cette terre post-libérale dans laquelle nous entrons. Quelles sont les figures connues du post-libéralisme? Alors, Vance, elles sont quasiment inconnues en France. Moi, celui avec qui je travaille, c'est Adrienne Pabst, qui est un petit peu connu en France. Voilà. Qui enseigne en Angleterre. Qui enseigne en Angleterre et qui enseignait à Sciences Po, Lille, à une époque. Voilà. Et ouais, en France, c'est vraiment... et c'est d'ailleurs proposer un livre sur le post-libéralisme à un éditeur, en tant qu'éditrice, je peux vous le dire, ce n'est pas évident. Alors, il y a bien sûr la déconstruction, hein, puisqu'on a parlé de tout le mouvement wokiste, qu'on réduit un peu trop souvent à la déconstruction, et puis il faudra regarder aussi un petit peu les choses de près. Il y a la construction aussi, si je puis me permettre, ou la reconstruction de Notre-Dame de Paris, si on peut faire cette symétrie, même si bien sûr les choses sont peut-être un peu hasardeuses là, mais osons, ayons cette audace-là. On a vu, c'est l'un des événements de l'année 2024, cette cathédrale, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, renaître, toute blonde, toute magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'a-t-elle jamais été aussi belle qu'aujourd'hui, ce qui peut-être est un paradoxe quand vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus que 2% de catholiques. Qu'est-ce que ça signifie, cette splendeur, peut-être sur une forme de sociologie extrêmement clairsemée? Est-ce qu'il y a des éléments d'espérance à retrouver là-dedans? Comment l'interprétez-vous? Les États-Unis aussi ont montré qu'ils étaient très impliqués dans cet événement. Samuel Pruvot? Il y a une espérance, si vous permettez de l'expression, une espérance de dingue, parce que ce qui m'a frappé, pardonnez-moi, c'est pas l'intervention de l'archevêque de Paris, c'était très bien, mais c'est l'intervention d'Emmanuel Macron qui dit finalement à Notre-Dame,
On a fait, parce que lui, il a essayé de participer, mais c'est pas lui qui l'a fait, mais il a quand même essayé de donner l'impulsion. On a fait quelque chose de dingue qu'on n'arrive pas à faire, nous, politiques. On a eu une chose qui est insurmontable à vue humaine, et on a réussi à tous travailler ensemble et à tirer le meilleur de nous-mêmes sans trop se chamailler, voire à pas trop se chamailler du tout. Et il se prêtait à rêver quelques secondes, puis après il s'est réveillé dans la cathédrale, il s'est dit non, ça ne marchera pas comme ça, que finalement ce mouvement extraordinaire dans lequel il y a une dimension surnaturelle, la nature c'est très bien, mais naturelle, surnaturelle, eh ben, c'était quand même chouette parce que ça tirait l'homme vers le haut. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est ce relèvement de cette cathédrale de pierre, avec une grâce toute particulière qui a un parfum surnaturel. Je sais que nous, dans l'hebdo où je travaille, la famille chrétienne, comme dans beaucoup d'autres médias, on a interrogé des artisans, des personnes qui, à un titre ou un autre, ont approché ce chantier. C'est comme s'ils avaient respiré quelque chose de particulier. Ils disent « Oh, c'est trop bon, quoi !» Et d'ailleurs, ils ne veulent plus se quitter. Ils ont fait des chorales, des trucs. Je pense qu'ils vont rester ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et du coup, je trouve que ça, c'est vraiment extraordinaire. L'Église n'est pas faite pour donner un modèle de reconstruction sociale au sens strict, mais l'Évangile, c'est tellement bien que ça peut même servir quand même ce qu'on appelle le bien commun, qui est pour tout le monde. Mais sincèrement, vu l'état de carence où nous sommes, si nous, catholiques, qui sommes encore riches de cette doctrine sociale, si on pouvait la distribuer gratuitement partout, dans les métros, ou même quand il n'y a plus de métro, que ça fait grève, il faut vraiment qu'on distribue ça à fond. Clotilde Brossolet. La réouverture de Notre-Dame, c'est 45 chefs d'État, dont Donald Trump en particulier qui vient. C'est la rencontre entre Zelensky et Donald Trump quelques minutes avant. Moi, je n'attendais pas cette réouverture de façon... Voilà, avec beaucoup d'émotions. En revanche, j'ai regardé la réouverture et j'ai eu beaucoup d'émotions. Moi, j'ai été très marquée parce que Emmanuel Macron, c'est le seul qui a parlé de transcendance. Moi, j'avoue, je le dis, j'ai été très déçue du discours de notre archevêque. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, au moment de la réouverture. Je ne parle pas de ce qui s'est passé le dimanche, mais dans cette cérémonie civile où l'Église, cette cathédrale est redonnée, et comme le dit Emmanuel Macron, aux catholiques, aux Français et plus largement, mais d'abord aux catholiques, et il dit à Monseigneur Ulrich, je vous la rends, cette cathédrale. Et c'est le seul qui a eu vraiment eu un discours sur la transcendance. Dans les exemples de moments marquants de la vie de Notre-Dame, il a parlé du vœu pieux de Louis XIII. Il n'y a rien de plus spirituel, de la conversion de Claudel avec Notre-Dame, au pied de Notre-Dame du Pilier. Et voilà. Et moi, je pense que je me pose beaucoup la question, est-ce que nous, catholiques, nous sommes à la hauteur de ce qui s'est vécu à Notre-Dame ? Mais qu'auriez-vous attendu ? Je pense qu'on manque d'imagination. Et alors, pour aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi, j'avais été très marquée. On a eu 3 années de suite, 3 moments importants dans notre société française. On a eu la mort d'Arnaud Beltrame. 1 an après, il y a l'incendie de Notre-Dame. Et 1 an après, il y a le Covid. Et j'avais été très marquée par cette cérémonie au moment du Covid et du confinement, pendant la Semaine Sainte, où, avec Monseigneur Aupetit, vous vous souvenez qu'il y avait une cérémonie spirituelle vraiment dans Notre-Dame en chantier. Casqué, voilà. Mais on avait donné à voir quelque chose. Moi, j'aurais rêvé que tout le temps où Notre-Dame soit fermée, la couronne d'épines traverse la France, quoi. Voilà, se promène en France. Voilà, je me dis, aujourd'hui, tout le monde regarde vers Notre-Dame, et qu'est-ce que nous, spirituellement, nous sommes capables de renvoyer ? Pour être assez honnête, on s'est battu sur les réseaux sociaux dès le lendemain sur la couleur des chapes. C'était d'une absurdité sans nom. Parce qu'en plus, celui qui a dessiné ces chapes, c'est lui qui a dit, Castelbajac, qui a dit, mais en fait, pendant cette cérémonie d'ouverture, il n'y aura pas la présence du peuple. Donc, c'est lui qui a proposé les bannières représentant chacune des paroisses parisiennes. Et c'est lui qui a introduit le peuple. Donc, on peut au moins lui reconnaître ça. Donc voilà, je trouve qu'on s'est battus comme des espèces d'abrutis, parce qu'on n'est jamais content, on est pire que les Français, les catholiques français. Voilà. Mais je trouve que, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cette cathédrale ? Elle nous est rendue. Est-ce qu'on en fait un signe d'espérance, ou est-ce qu'on en fait simplement la maison dans laquelle on va à la messe de temps en temps ? Et je crois qu'en signe d'espérance, peut-être qu'on peut créer... Pendant tout le temps, pareil, où Notre-Dame était fermée, j'aurais aimé qu'on ait une cathédrale virtuelle à visiter, avec une dimension symbolique, spirituelle, une catéchèse. Je pense que nous manquons terriblement d'imagination. Moi, la première, parce qu'à votre question, j'ai des réponses pour avant et pas pour aujourd'hui. Donc, voilà, mais peut-être pour demain. Peut-être pour demain. J'espère en avoir, parce nous sommes attendus. C'est la preuve que nous sommes attendus. Maître Divisio. Moi, je suis catholique français, donc je râle. Si tu es français et catholique, c'est fait pour râler. Ça va ensemble. Non, c'est fait pour espérer. Oui, mais d'abord on râle. Si vous voulez espérer, il faut commencer par râler.
Premier élément, c'est que amour et vérité se rencontrent quand même. C'est pas parce que c'était beau, pas parce qu'il y avait un signe d'espérance majeur, et je partage cet avis, qu'il faut qu'on oublie d'être en vérité quand même. Et la vérité, elle est tranchante. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron s'est saisi de la question. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est un gros hypocrite. Il a fait de la politique sur le dos de la construction de Notre-Dame, oubliant singulièrement que si elle a brûlé, c'est un peu à cause de lui. Et à cause de l'État français qui ne s'en occupe pas. Qui ne s'occupe pas non plus du patrimoine religieux dans son ensemble. Donc je veux bien, si vous voulez qu'Emmanuel Macron vienne se jouer l'archevêque de Paris, parce qu'il fallait que le rôle était vide, la chaise était vide, il fallait bien que quelqu'un le prenne, ce rôle. Il fallait bien qu'effectivement, il fasse le prélat. Le pape étant pas là, il fallait qu'effectivement quelqu'un prenne sa place. Mais néanmoins, bon, on va se rappeler que c'est Emmanuel Macron quand même. Hein, d'accord? On va essayer de tous, à un moment donné, pardonnez-moi, je veux bien espérer. Mais vous n'avez pas été sensible à son discours? Non. La réponse est catégoriquement non. Je ne suis sensible à rien de ce qu'Emmanuel Macron. C'est simple, rien. Absolument à rien. Je pense que je serais sensible à son discours de départ. J'accepterais. Mais attention, hein, parce que même s'il en reste qu'un, Dieu sauve la ville. Hein. Oui, bah, si vous voulez. Mais n'empêche Donc que- chez Macron, il y a peut-être encore quelque chose à sauver. Oui, mais que Dieu le sauve, ça pose pas de problème. Et s'il est plus président, il peut le sauver quand même. Hein. Mais je crois pas que son salut soit lié à son statut. Enfin, j'espère pas, parce que sinon, bon. Et, le fait est que ce discours à l'intérieur de la cathédrale est un scandale. Mais il pleuvait. Désolé. Il pleuvait, il y avait du vent. C'est un scandale. C'est pas un scandale pour Emmanuel Macron. En soi, qu'il ait profité de l'événement à des fins politiques, c'est de bonne guerre. Il a été malin, il a bien joué son truc, c'est sympa. Ok, c'est de bonne guerre. Mais qu'est-ce que fait l'Église? C'est où l'archevêque? Il y avait un type qu'il fallait voir ce jour-là, c'est l'archevêque de Paris quand même. C'était lui qu'il fallait voir. Il lui a pris la place. Il a piqué la place. Il a réussi à faire en sorte de lui prendre sa place. Alors est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron ou de l'Église? C'est un autre débat. Moi, je pense que Emmanuel Macron, il a fait ce qu'il sait faire, de la politique, et il le fait, la communication en tout cas, il le fait plutôt pas mal. Bon. Mais quand même, l'histoire des chasubles, vous dites, on s'est battu, machin. Oui, j'assume parfaitement. J'assume parfaitement qu'on s'est battu. Et avec mes 300 et quelques mille abonnés sur Twitter, j'ai alimenté le truc avec une forme de, voilà, Un feu de joie. avec un feu de joie. Voilà, c'est avec en temps réel. Mais je pense qu'effectivement, j'étais en top tendance ce soir-là. Parce que j'ai alimenté le feu, qui n'est pas le feu nouveau, mais absolument le feu de détresse, en l'occurrence, devant tant de laideur. C'est de la laideur, l'incarnation de la laideur. Et surtout, c'était quoi ces chasubles? Quelqu'un m'explique? Et vous touchez du doigt le problème. On était où? Dans une cérémonie religieuse, à destination des catholiques qui tout à coup se réappropriaient une cathédrale, la maison mère du diocèse, ou dans une espèce de représentation spectaculaire au sens littéral, pour en mettre plein la vue à des chefs d'État et à Sandrine Rousseau au passage. Mais c'est quand même extraordinaire, je veux dire, pardonnez-moi, mais c'est quand même extraordinaire cette cérémonie en termes de faux cul. On fait quand même difficilement mieux, pire quand même. C'est la cérémonie du faux cul, avec un archevêque et sa crosse Bluetooth connectée à je sais pas quoi, parce que Musk était là, donc il fallait la connecter à un satellite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais, je veux bien qu'effectivement... La crosse, elle a une belle signification parce qu'elle est composée du bois de la charpente qui a brûlé et d'un morceau de vitrail représentant une Je suis certain que vous pouvez trouver du sens à tout. Oui, mais Absolument. moi je trouve qu'en fait, Vous savez, on peut même chaque trouver du génération sens. doit apporter quelque Non, chose. attendez. Et quand on crée, on prend le risque de se tromper, mais il faut créer. Le risque, On l'a n'est pas là que Il n'y a pour pas de conserver. doute, on l'a pris, il n'y a pas de problème. Celui-là, on l'a pris, et je vais même vous dire, Et on les l'a pris. chasubles du dimanche étaient magnifiques. Oui, mais attendez, on ne parle pas du dimanche, là. Oui, On parle mais effectivement de la saison Tout ça, 21. c'est les mêmes habits liturgiques, hein, ils sont faits pour être portés ensemble. Oui, attendez. C'est un tout. En tout cas, ce que je constate, c'est que l'arlequin de la soirée de réouverture, j'attends toujours son sens, pour le coup. On peut toujours en trouver, hein. Mais les couleurs, il y en a. Hein. Jean-Charles de Attendez, Castelbajac s'est attendez. exprimé sur le sens des couleurs. Attendez. Quand on commence à devoir s'interroger sur le sens de ce qui est célébré, sur pourquoi je le fais, et sur comment je le fais, et quel est le sens, c'est raté. La Mais tout est liturgie- raté dans ce cas, parce Non, que personne ne comprendra. La liturgie. Mais personne ne On n'a comprend pas- plus le sens de ça. Attendez. Je crois qu'on n'a pas. Pardon, je suis peut-être vieux et un peu rétrograde. J'avais dit sur TPMP que j'étais catho bourgeois de droite. Et que donc forcément. J'avais Ça fait beaucoup. beaucoup de défauts. Hein. Voilà. Catho bourgeois de droite. J'avais dit donc forcément. J'avais sur Notre-Dame, j'avais dit je suis catho bourgeois de droite, donc forcément je ne vais pas aimer. Voilà.
Mais, face aux chroniqueurs, parce que, bref, mais tout ça pour dire que, moi je veux bien qu'on fasse preuve d'imagination. Il n'y a pas de problème, hein, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et là, ce que vous dites était une vraie piste d'imagination. J'aurais préféré qu'on imagine sur comment célébrer la foi pendant ces quelques années de fermeture, comment faire église, donc, et vraiment se calme pendant ce temps de fermeture, plutôt qu'imaginer la couleur des chasubles quand même. Et, Les deux ne sont pas incompatibles. Oui, enfin bon, C'est pas parce qu'il a manqué un que l'autre, que ce non, qu'il est mais, là. si vous voulez, j'ai un copain qui m'a dit, mais Dieu est plus grand que tout ça, Dieu est plus grand que tout ça. Enfin, j'espère quand même. Mais là où c'est vrai, c'est que Notre-Dame doit quand même nous enseigner un truc. Si on remonte l'histoire. Regardez, c'est quand la dernière fois qu'on a fait société? Vraiment, pas société, ce sont des communautés de destin. Eh bien, c'est le soir de l'incendie de Notre-Dame. Où finalement, il y a une espèce d'union dans la douleur, là. Quelque chose de notre histoire, de notre patrimoine commun. En pleine crise des Gilets jaunes. Hein. Oui. Et dans la période des plus violents affrontements Absolument. encore. Patrimoine mémoriel, enfin matériel et immatériel, quand on a vu la flèche s'effondrer, il y a eu cette émotion populaire qui a saisi quand même le peuple français tout entier. Ou alors tout à coup, la question des confessions, la question des partis politiques, la question des cathos de gauche, les cathos de droite. Non, eux, ils sont encore là, mais il y avait effectivement cette unité, elle s'est faite dans la douleur. Ce que je regrette, c'est qu'elle ne se soit pas faite ensuite dans la reconstruction. Et ça, c'est vrai. On aurait pu tirer le fil jusqu'au bout et se saisir. Et si vous voulez saluer un discours d'Emmanuel Macron, vous avez vu que je ne suis quand même pas... il faut quand même en saisir, en saluer un. Ah. Vous habituez Comme pas, quoi, il y a quelque chose à Non, faire. vous habituez pas quand même. Hein. Il faut en saluer un, c'est celui qu'il a fait le soir où ça a cramé, pour faire simple. Nous rebâtirons. Bon, il a dit en 5 ans. Ça, c'était après... Oui, mais il y avait de l'audace. Il a osé. On peut Maître, il ne leur aurait pas dit ça, ça ne se serait pas fait. Vous savez Oui, très bien que ça ne se serait pas fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut regretter qu'il ait voulu fixer un timing. On a tous compris qu'il y avait un timing politique, mais on s'en fout quelque part. À la On limite, s'en fout, ça a fonctionné. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Et je suis bon joueur quand même. On s'en fout. Ce soir-là, moi, j'ai trouvé qu'il était à sa place. De l'Élysée, de son bureau à l'Élysée, en tant que président de la République, il a dit « nous rebâtirons ». Nous rebâtirons. Ce nous, vraiment collectif. Et bien, tout à coup, je me suis dit, OK, là, lui a compris quelque chose. Parce qu'on l'a beaucoup critiqué ce soir-là, son attitude, etc. Mais peu importe, je veux dire, il a compris quelque chose de la souffrance et de la douleur du peuple français à ce moment-là, et il a mieux probablement que personne ce soir-là, peu importe que ce soit à des fins politiques, même là, parce qu'il a quand même incarné quelque chose. C'est là où je rejoins Fabrice, c'est justement sur l'histoire longue. Je dois avouer, moi, alors j'ai pas alimenté le feu de joie, hein, mais je suis pas non plus fan des couleurs, même si j'ai lu les explications et tout. Peut-être que je suis trop proche maintenant de l'abbaye de Solesmes, mais bon. En revanche, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un épiphénomène, mais d'abord, ces chasubles, elles vont servir une fois de temps en temps pour les grandes fêtes ou solennités. Donc, il ne faut pas que Fabrice ait peur de les voir s'il va demain, ensemble, nous allons à Notre-Dame. Il y a très peu de chances de les voir ressortir comme ça. Je suis inquiet parce que du coup, j'apprends qu'elles vont être réutilisées. Mais peu souvent. Et par ailleurs, le discours d'Emmanuel Macron, si marquant soit-il ou si raté soit-il, c'est très peu de choses par rapport à l'histoire longue, à l'échelle de ce bâtiment, qui justement, Notre-Dame est toute belle, toute jeune. Emmanuel Macron, lui, a déjà beaucoup vieilli, de quinquennat, etc. Donc lui, il va vers sa fin, fin au sens objectif. Notre-Dame, elle commence à peine. Donc tout ça, à mon avis, moi, je serais beaucoup plus... je ne vais pas dire zen parce que ce n'est pas du tout mes références, mais je serais beaucoup plus décontracté. Parce que ça transcende le temps. Mais bien sûr. Et en revanche, je trouve infiniment vrai ce que Fabrice a souligné. Et on serait... ça serait vraiment dommage de l'oublier trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, ce soir, où Notre-Dame a brûlé? Ça a réveillé dans l'âme des Français, même ceux qui croyaient ne plus être Français, quelque chose qui les attrache par leurs tripes. Et quand Peggy dit que la mystique c'est charnel, et ben moi ce soir-là, c'est une des plus belles démonstrations. Quand je voyais des livreurs de pizza, on voyait les gars, ils chialaient en fait, ils s'étaient arrêtés, ils livraient plus leur pizza qui était froide et ils pleuraient.
Ils avaient peut-être jamais eu de catéchisme, ils pigeaient qu'ils étaient français, ils pigeaient que quelque chose était menacé dans cet incendie. Et du coup, elle est relevée maintenant, cette cathédrale. Il suffit que quand même quelques chrétiens, et d'autres, mais en tout cas les chrétiens d'abord, quelques catholiques, disent au livreur de pizza, pour qu'il laisse à nouveau refroidir sa pizza, tu sais, maintenant c'est ouvert, ça va changer ta vie. Mais est-ce que nous, on aura l'audace et le peps pour faire ça? Moi, en 2025, si j'ai la vie, j'essaierai de faire ça, peut-être avec Clotilde On y va et ensemble. Fabrice. Malgré les chasubles. C'est un motif d'espérance. Ah, complètement. Voilà, je trouve qu'on est. Mais c'est normal, nous sommes humains. Que Cato, on a la grâce de vivre des événements. Et j'avais écrit quand Notre-Dame a brûlé. Et si c'était une grâce, moi, je crois que, enfin, j'étais très, très investie dans le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, tout le monde s'est arrêté. Alors que tous les samedis, les rues de Paris étaient semées de violence, avec des affrontements violents. Et là, tout s'est arrêté. Et voilà, mais comme nous sommes que de pauvres êtres humains, nous ne savons pas toujours prendre la balle au bon. Voilà. Donc c'était une manière de dire, en fait, Notre-Dame a parlé à travers son incendie Ah, moi, pour dire arrêtez notre- l'incendie dans la rue. Ah ouais, moi je pense que Notre-Dame a profondément parlé. Et là, il s'est rejoué quelque chose au moment de la réouverture. Mais voilà, est-ce que nous avons de l'audace, de l'imagination? C'est difficile. Alors, heureusement, il y a le congrès mission. On peut C'est une récupérer petite chose. des petites choses. C'est une petite chose. Mais voilà, mais je me dis que c'est Mais aussi ce qui est les vrai- laïcs qui doivent s'emparer de ça. Qu'est-ce qu'on peut inventer? C'est ça. Il y a C'est pas quelque qu'une chose. question Maintenant, d'institution. j'ai envie de dire Notre-Dame est réouverte. Ok, on laisse tomber la cérémonie. Oui, Ok, aucun problème pour ça. Maintenant, il y a un vrai enjeu là-dedans. et complètement. C'est nous, chrétiens, nous, société, maintenant qu'on a compris que Notre-Dame appartenait à la France Ouais. et qu'aux Français, pour le coup, et même allons jusqu'au bout de la symbolique au monde, finalement, Complètement. si on veut apporter une symbolique à ces chefs d'État qui étaient là, qui représentaient le monde, du coup, on en fait quoi maintenant? On a une responsabilité. Les paroissiens ont une responsabilité. C'est une paroisse, quand même, Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire qu'il y a quand même c'est une église, en tout cas. Il y a des célébrations, il y a des gens qui, concrètement, Il y a une vont à vie la messe là. communautaire. Il y a une vie communautaire, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vraie question, et c'est un vrai enjeu, en fait. Et d'une façon générale, on peut s'interroger sur un dernier point, je crois. C'est Notre-Dame a brûlé. Très bien. Est-ce qu'il faut attendre que d'autres églises brûlent pour se rendre compte, objectivement, qu'elles sont en mauvais état? Est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'elles brûlent pour les rebâtir? Et deux, du coup, est-ce qu'il n'est pas urgent de se réapproprier ce sentiment qui a été le nôtre le soir où elle a brûlé? Et moi, je crois, on parlait d'espérance tout à l'heure, je crois vraiment que, et c'était par là que j'avais commencé, quand je disais on s'en fout de la dissolution, tout ce qu'on veut, c'est un peu mon idée, c'est que le chrétien, il est celui qui a le regard tourné vers la flèche des cathédrales. Moi, j'avais beaucoup aimé, je ne sais plus, un de mes copains prêtres avait dit, le chrétien, c'est celui qui a les pieds sur terre et le regard tourné vers la flèche des cathédrales. Avec les pieds sur terre, avec la charité, mais toujours en regardant la flèche des cathédrales qui te pointe vers les cieux. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a résumé là. On a dit cette société dont il fallait s'occuper de son prochain, de son prochain immédiat, tout en conservant un regard tourné vers la flèche des cathédrales. Et il me semble que notre société fabrique plus de cathédrales mais des tombeaux. Notre-Dame, signe d'espérance, signe d'engagement, parce que comme l'a dit le pape François d'ailleurs en Corse, il invite à s'engager dans la société et pas seulement attendre passivement qu'on fasse des choses, que la laïcité en particulier soit une sorte de règlement de modus vivendi où chacun vive en communauté retirée de la société. Qu'est-ce que vous attendez pour 2025? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous attendez pour 2025 à partir de tout ce que vous avez décrit comme initiative, comme signe d'espérance, Clotilde Brossolet? Moi, j'ai un signe d'espérance, avant de parler de l'espérance en tant que telle, c'est un ami journaliste que j'ai eu hier au téléphone et qui venait d'avoir le curé de Bethléem au téléphone. Et le curé de Bethléem lui faisait mais vraiment un descriptif mais apocalyptique de la situation. A priori, la Cisjordanie va être annexée par l'État d'Israël très rapidement. Enfin, voilà. Et le curé de Bethléem lui disait, mais il y a un signe d'espérance, de choses, le cessez-le-feu au Liban, et puis le fait que le régime de Bachar el-Assad soit tombé avec peu de violence. Et il disait, c'est un signe d'espérance et de paix, et la paix est contagieuse. Et je me disais, si le curé de Bethléem est capable de dire ça, vas-y, prends-toi ta claque d'espérance. Et je crois qu'en fait, il faut revenir au fondement. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance théologale. L'espérance théologale, c'est d'avoir les pieds dans la glaise et de se dire, la suite, à l'issue, le Christ est ressuscité pour nous. Donc en fait, quoi qu'il arrive, s'engager dans le monde, c'est contribuer au bien commun et à la vie éternelle. Mais
la victoire est donnée. Donc je pense que moi, pour 2025, j'attends pas grand-chose. Il y a un lieu sur lequel je fixe mes yeux depuis déjà 2 ans, qui est l'Iran. Et la question, là, cette révolte des femmes en Iran qui me fascine, ces femmes qui se lèvent et qui sortent dans la rue, se mettent à danser en enlevant leur voile, et qui savent qu'elles, si elles sont arrêtées, peuvent subir les pires sévices. Et voilà, et je me dis, il y a des gens sur cette terre qui ont une espérance chevillée au corps 10 fois plus grande que la mienne, alors que ces femmes-là ne connaissent pas le Christ. Donc voilà, je me dis, il y a quelques lieux sur terre où il y a des gens qui m'apprennent ce que ça veut dire, au péril de leur vie, qui se lèvent. Et ben voilà, j'ai envie de me dire, mon espérance, c'est qu'on se lève tous, même si en France, c'est pas au péril de notre vie, justement, c'est moins dangereux. Samuel. Alors, je rêve un peu comme Clotilde, alors que nous levions, en tout cas avec les chrétiens donnent l'exemple, mais j'attends carrément même un renversement, parce que j'insistais un peu lourdement sur les 2% de messalisants, ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Mais quand nous parlons de Notre-Dame, on a pigé, en tout cas en France, il y en a 98% qui aimeraient bien être de chez nous, dans la famille. C'est une famille universelle, donc il y a vraiment de la place. Donc moi, ce que j'attends en 2025, c'est un renversement. Et je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Quand je suis revenu de mon dernier reportage aux États-Unis, il y avait Donald Trump et ça, mais il n'y avait pas que Trump. Il y avait le congrès eucharistique américain qui n'avait pas eu lieu depuis un siècle à Indianapolis. Et je raconte ça à quelques jeunes catholiques recommençants, néophytes, etc. Et je dis en blaguant, c'est sûr que nous, en France, on ne fera pas comme eux, on ne va pas faire des milliers de kilomètres pour tracer une grande croix sur notre pays qui est plus petit que les États-Unis, et puis marcher derrière Jésus, etc. Et du coup, depuis que j'ai fait cette blague, il y a des gamins parce qu'ils ont l'âge de mes enfants, qui brûlent tous leurs loisirs pour tracer une croix sur la France, alors pas avec leurs petits bras, mais trouver des prêtres, des évêques qui soient d'accord pour que justement 4 routes convergent et fassent une grande croix gigantesque sur notre pays. Et je me dis, mais heureusement qu'ils sont là, ces jeunes, parce que nous, Fabrice, moi, je serais tenté de dire, il me reste 10 €, je peux peut-être acheter une moitié de cercueil. Eux, ils se disent, non mais nous, en fait, on va construire des dizaines et des dizaines de maternités. Et c'est eux qui ont raison, et moi, je voudrais être de leur côté. Fabrice Divisio. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit les témoins de l'espérance, quelque forme qu'elle prenne. L'année jubilaire. L'année jubilaire. On est en plein dedans. Exactement. L'année jubilaire, moi, je vais retourner à Rome, puisque le privilège, si TPMP ferme, ça me libérera du temps. Donc, je vais pouvoir effectivement vivre mes 10 jours par mois à Rome, puisque j'avais commencé à le faire. Et on ne mesure pas ce qui se passe à Rome, là, pour l'année jubilaire. Moi, j'y étais cet été, une grande partie de l'été. Rome se met, c'est intéressant sur le plan du symbole, elle se met en ordre, elle rénove tout, vraiment, toute la ville en fait se met au service de l'année jubilaire. Et ben, je crois que ce jubilé, il est notre espérance. Il ne faut pas oublier, il faudra qu'on en parle d'ailleurs ici, il faudra qu'on en reparle de ce jubilé, parce que c'est l'occasion de vivre des choses tout à fait extraordinaires. Et du reste, ce que j'annonce ici, c'est que dans les projets qui a priori ont été validés, jusqu'à ce qu'il soit dévalidé en tout cas, c'est d'aller installer un studio à Rome, de tourner les émissions depuis Rome. On est volontaire. Pour être au cœur de l'année jubilaire, en fait. Surtout si on y passe 10 jours à chaque fois. C'est ça. Mais non, mais je crois que c'est là-bas qu'il faut être. S'il y a vraiment quelque part où il faut être cette année, c'est à Rome. Et juste en termes d'espérance, n'oublions pas peut-être le passage de la Porte Sainte, qui symboliquement quand même est quelque chose de fondamental. Moi, voilà, Rome, alors c'est chez moi, mais ensuite j'ai écrit les visites spirituelles avec les frères de Saint-Jean des grandes basiliques, des basiliques majeures de Rome, et on a tellement prié et réfléchi sur ce passage de la Porte Sainte que j'en ai mesuré toute la symbolique profonde, en fait. Et donc l'espérance, elle est là, en fait, cette année jubilaire. Eh bien, cette croix sur le monde, c'est celle d'Il était une fois aussi, qui représente le T que vous voyez apparaître. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Maître Fabrice Divisio. Merci Samuel Pruvot et merci Clotilde Brossolet. Je rappelle, Samuel, que vous êtes journaliste et Clotilde Brossolet, éditrice, essayiste. À bientôt dans une prochaine édition de Il était une fois.